Allez, nous sommes fin janvier 2026 et un petit retour sur Port-Camargue avec Alain, le boss de l'enseigne sillage du four RM Nautitech. Et nous allons assister dans l'heure qui vient à un nouvel atelier. Alors, Alain, orienté sur le confort à bord. Tout à fait, ouais, Serge, on a voulu aujourd'hui présenter les différents accessoires que l'on monte de plus en plus, notamment donc le dessal, chauffage, clim, Oui. les batteries lithium, un petit peu, donc parler un petit peu des différents choix techniques, C'est ça. de ce que ça coûte, de comment on peut le monter, parce que par exemple le dessal, il y a différents types de dessal en termes ça va du 30 litres ou 100 litres heure, et donc choisir le bon dessal par rapport à son programme et au type de bateau, parce que évidemment le dessal c'est énergivore, donc il faut un petit peu que ça soit compatible avec ses ressources énergétiques comme l'alternateur, les panneaux solaires, etc. Et puis après, ce qui est ou clim ou chauffage, en fait on s'aperçoit que sur nos bateaux où on est souvent pas très nombreux, donc il y a souvent, la plupart des bateaux auront 3 cabines, c'est un grand classique. Et aujourd'hui, pour essayer de maintenir des prix qui soient cohérents, en fait on climatise ou on chauffe le carré et la cabine du propriétaire. On fait un peu, je dirais, à la carte. Et notamment on monte, pour ce qui est du chauffage, de plus en plus de chauffage dit à eau, qui sont un bien meilleur rendement que les chauffages à air pulsé. Et la clim aussi est en pleine évolution. On a des moteurs de clim maintenant qui fonctionnent en 12 volts et non plus en 220. Donc ça permet sur des bateaux de taille plus modeste qui ne sont pas forcément équipés de groupe électrogène, de parfois rafraîchir un petit peu le carré ou la cabine le soir avant de se coucher. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu de tout ça dont on voulait mettre en avant, parce que d'abord il y a une demande de plus en plus importante, l'été il fait de plus en plus chaud, et le dessal, bon là on a eu beaucoup de pluie, donc peut-être pas cet été, mais on a été confronté à des restrictions très importantes sur la côte d'Azur, où en fait refaire le plein d'eau c'est très compliqué, rincer le bateau d'eau complètement interdit. Et donc du coup le dessal évidemment est un élément de confort, je vais dire un petit peu de sécurité, sans parler de grands voyages. Oui, bien sûr. Bon, qui dit dessal, c'est une recherche d'autonomie. Après, tu as évoqué le chauffage, mais est-ce que ça répond à une demande par rapport à des voiliers qui naviguent le plus souvent sur des saisons chaudes que des saisons froides? D'abord, oui, ça répond, et puis ça répond au fait que beaucoup de personnes qui achètent des bateaux, que ce soit d'occasion récente ou neuf, en fait, ils utilisent de plus en plus le bateau hors saison. Parce que d'abord, on s'aperçoit que c'est super sympa de faire un bateau hors saison, il y a tout le monde, les ports, il y a de la place, etc. Et du coup, la journée, on n'a pas forcément froid parce que il y a la capote qui protège, etc. Ou le matin, quand on se réveille, où c'est là un petit peu, où c'est parfois un petit peu compliqué, et de faire tourner son chauffage 1 heure le soir et 1 heure le matin, en fait que ça permet de fait d'utiliser le bateau toute l'année sans aucun problème. Voilà. C'est ça. Puis profiter aussi de son bateau au port l'hiver, quand on veut y faire quelques travaux, et de pouvoir faire des nuits un peu plus chaudes que... Voilà. Bon, super, très bien. Bon, on va envisager ça sur l'atelier à venir. D'accord. Et on est très content de te revoir, ça je suis. Écoute, c'est un plaisir partagé, tu le sais bien. Bon, super. Et tu as déjà des projets de thématiques pour le printemps à venir? Alors, oui, tout à fait. Après le prochain atelier, c'est le 14 mars. On va parler de tout ce qui concerne le départ en voyage. Donc, en grand voyage, en grande croisière, avec notamment l'intervention d'un client propriétaire d'un beau catamaran Nautitech 40 qui a fait un tour d'Atlantique l'année dernière en famille. D'accord. Il y a 1 an en fait. D'accord. C'est intéressant qu'il me fasse le retour sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. C'est ça. Et également parler, parce qu'il est parti avec des enfants qui sont en maternelle et primaire. Et donc voir un petit peu la scolarité comme ça. Comment se passe en fait une année sabbatique en famille, sur un bateau.
Et du coup, il y aura pour accompagner cet atelier l'intervention d'une personne qui a développé un logiciel de routage météo, qui aujourd'hui, évidemment, avec l'avènement de liaisons type Starlink, fait que on a plus de facilité. Bien sûr. Donc, c'est intéressant, je dirais, quand on part en voyage, la météo évidemment est un élément, la maîtrise de la météo est un élément hyper important. Et donc, on va parler de ça, quoi. À la fois donc un récit d'un tour de l'Atlantique en famille, accompagné de quelque chose d'un peu plus technique, pragmatique sur le routage et la météo en grand voyage. D'accord. Voilà. Alors, si des plaisanciers plus ou moins proches de Port-Camargue veulent profiter de ces ateliers, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils peuvent aller chercher une information sur un site Voilà. Donc, tout à fait, ils peuvent aller sur le site, www.sillage-nautisme.com. Et donc il y a un lien qui permet de s'inscrire, il y a le programme qui est en ligne, et ensuite il y aura un atelier le 2 mai, le 23 mai, et sur l'énergie à bord. Ça c'est intéressant aussi. Et le 13 juin, ça sera tout ce qui concerne les voiles, le gréement dormant et le gréement courant. D'accord. C'est un grand classique, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. D'accord. On va parler des nouveautés aussi bien dans les voileries. Bien sûr. S'il fait un peu beau, on ira faire aussi du bateau pour mettre tout ça en pratique. D'accord. Voilà un petit peu les programmes pour jusqu'à l'été cette année. D'accord. Bon, parfait. Bon, donc on va profiter de l'atelier du jour. Parfait. Et puis je pense qu'il y aura de nombreuses réponses à de nombreuses questions. Voilà. On l'espère, Serge. Voilà, bonne séance. Merci. Alors, donc là en fait, si vous voulez, on a une batterie lithium. Et l'avantage de la batterie lithium, c'est qu'en fait on peut aller à 90% de sa décharge. Par rapport à une batterie soit acide, soit GM, ou gel, entre guillemets, on est à 60 ou 50% de décharge. Donc pour la même batterie lithium ou plomb, en fait, une batterie de 140 ampères, vous n'avez plus que 70 ampères d'efficacité à l'intérieur. L'avantage de la batterie lithium, c'est que vous en avez 150 quasiment. Toute la batterie, vous pouvez quasiment la décharger jusqu'à un seuil de 10% minimum. Et l'avantage de la batterie lithium aussi, c'est que vous avez un Bluetooth à l'intérieur et un BMS en fait, ce qui vous permet la batterie va bloquer sa décharge maxi, elle sera jamais en décharge profonde, et ensuite elle sera jamais en surintensité, puisqu'en fait le BMS c'est le petit module qui est là, qui va bloquer les charges et les décharges. Ensuite ça va maintenir aussi la batterie à la bonne température pour pas créer de problème. Et le jour où, par exemple, si vous avez un court-circuit dessus, par exemple, s'il y a les deux pots qui se touchent ou quelqu'un a manipulé à molette, ce que vous voulez, en fait, le BMS va stopper ce problème de surintensité et ça va éviter qu'elles explosent. D'ailleurs, ces batteries-là, elles n'explosent plus en fait. Il y a beaucoup de batteries au lithium qui fois exploser, celle-là n'explose plus. C'est dû à la technologie qui est à l'intérieur. En fait, ça va dégager, ça va mettre une petite fumée et ça va jamais exploser. Aussi, c'est qu'en fait, vous prenez les deux batteries qui sont de la même puissance. Celle-là, c'est 140 ampères et elle doit peser 43 kg. Celle-là doit peser 10 kg. Et en fait, vous gagnez énormément en poids en fait. Et en volume. Là, c'est vraiment les deux mêmes capacités. Vous avez des questions? Oui, on peut enlever une batterie normale, alors, oui, il y a des conditions. Alors, il y a des conditions, oui et non. Et en fait, il y a la moitié grosso modo, des utilisateurs qui utilisent des batteries lithium, en fait, ils ne vraiment n'en pas. On prend les batteries plomb ou gel, on les enlève, on met une batterie lithium. Parce qu'il y a le BMS en fait qui va gérer les surintensités et les décharges en fait. Donc il va réguler toute l'électronique. La seule chose, c'est qu'on ne va pas avoir des courbes parfaites de charge. Et il y a d'autres personnes en fait, alors on ne sait jamais, c'est surtout en fait pour les alternateurs, on ne sait jamais si c'est le fournisseur du moteur qui va nous dire qu'il préfère avoir une garantie, donc il faut mieux acheter un module, ou si c'est le vendeur de batteries électroniques qui va dire mettez mon module
tour sécurisée, et comme ça, tout le monde prend des précautions, en fait. Mais en soi, nous, sur le bateau d'un, on a monté la batterie comme ça, sur d'autres bateaux, on a monté la batterie comme ça, il n'y a aucun problème. En revanche, la seule chose, techniquement, c'est qu'on ne va pas être sur les bonnes courbes de charge. C'est que ça va moins être optimisé. La nuance aussi, c'est que la courbe de charge va moins être optimisée, mais quand on met un alternateur plus un convertisseur qui s'appelle DC-DC, en fait, il y a forcément de la perte au milieu. Donc, tu vas avoir un rendement qui sera un peu plus faible. Et si on change toutes les batteries, si on met par exemple les 2-3 batteries du parc de service au lithium, est-ce qu'il faut changer aussi le chargeur en fait, il n'y a pas de... Si vous avez En fait, le problème des chargeurs, c'est que le chargeur, il va être que... Vous avez 3 sorties sur votre chargeur. Parc propulseur, parc moteur, parc service. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas dissocier les parcs en point de vue de charge, en fait. Il ne va pas vous proposer, par exemple, parc 1, batterie lithium, parc 2, batterie gel, parc 3, batterie acide. Il faut mieux rester sur la configuration d'avant, puisque les batteries acides n'ont aucune technologie pour s'autogérer, en fait. Et après, sinon, c'est de passer à un convertisseur DC-DC pour être dans la théorie, pour bien charger vos batteries lithium. Mais ça, c'est le choix du client, en fait. S'il a un peu peur, si le bateau est plus vieux, s'il a peur que son alternateur grille, après, il y a tout... Enfin, le plus gros problème, en fait, c'est de considérer que l'alternateur va griller, parce qu'en fait, les batteries lithium, ça va tout absorber. En fait, si votre alternateur donne 70 ampères, à la fin, il va consommer il va prendre les 70 ampères pour la recharge. Donc, la seule vraie vérité, c'est mettre une bonne section câble pour faire passer plus de puissance. Parce que les batteries gel absorbent jamais la puissance de l'alternateur complète. Cette technologie-là, c'est l'AFPO4 en fait. En fait, tu n'as aucun risque. Donc pour l'alternateur, il faut changer les câbles, il faut les vérifier, au moins la section. Et sur les panneaux solaires, il n'y a rien. T'as rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non. Lui va gérer. Après, si tu as le module pour mettre en lithium, autant mettre en lithium, ça va que favoriser la charge. Est-ce que le lithium est aussi bon pour démarreur En fait, maintenant, il y a des batteries mixtes, en fait. Alors, cette batterie-là, plus de poids, elle ne fonctionne pas pour le démarrage, et il y a des batteries lithium qui fonctionnent pour le démarrage. Et c'est même pas, en fait, la chose la plus intéressante, c'est pas pour le moteur techniquement, parce que le moteur, en fait, vous démarrez une fois, vous ne faites pas tourner pendant 1 minute ou 2 minutes le démarreur pour qu'il tourne. Donc, il n'y a pas vraiment une grande importance. En revanche, pour les propulseurs d'étrave, en fait, l'avantage du lithium, si vous voulez, vous restez jusqu'à 50% quasiment, vous restez à 13 volts en voltage. Donc l'avantage du propulseur, les gens qui utilisent le propulseur longtemps, en fait, avec une batterie plomb ou acide, en fait, vous allez voir le voltage qui va descendre 13, 12, 11 au bout de 15 secondes. Vous n'allez plus avoir aucune puissance, en fait, dans vos batteries. Et ça va faire chauffer le propulseur, voire le faire un peu charbonner. En revanche, avec les batteries lithium, vous allez toujours avoir un voltage à 13, qui va être beaucoup plus efficace, le propulseur. Ensuite, l'avantage du lithium, comme vous êtes en voltage très très haut, en fait, jusqu'à 10%, vous êtes quasiment jusqu'à 50% des lithium, vous êtes à 13 volts. Et l'avantage, c'est que vous pouvez même faire fonctionner un convertisseur jusqu'à quasiment 10% de la charge résiduelle des batteries lithium. Alors qu'au gel ou en AGM, dès que vous allez dépasser 50% ou 40%, comme vous êtes sous 12 volts, le convertisseur va biper et va se mettre en sécurité directe. En termes de longévité Alors, en termes de longévité, techniquement, c'est 5 000 cycles. Mais en revanche, ce qui fait vraiment la longévité, en fait, c'est la qualité du lithium à l'intérieur, des soudures du lithium et de l'assemblage. Le plomb, vous faites une décharge profonde, vos batteries, vous ne pouvez pas les jeter, mais ça commence ça ne va pas fonctionner. Nous, des batteries comme ça, parfois, au bout de 2 ans, on a dû les jeter. Alors, est-ce que le client a fait une décharge profonde dans ses batteries? Est-ce qu'il a laissé le chargeur une fois son frigo en route, lequel a disjoncté ou pas? Personne ne le sait. Mais même pour nous, en tant que professionnels, c'est beaucoup plus compliqué, entre guillemets,
de vendre des batteries AGM ou acides parce qu'on ne sait pas ce que le client fait avec. On ne sait pas si un jour il y a une décharge profonde, Il y a un usage classique. Les batteries gel, entre guillemets, ça peut durer au mieux 7 à 10 ans, grand max, si elles sont entretenues, s'il n'y a jamais eu de problème. Après AGM, c'est plutôt 5 ans. AGM. Et le plomb, maintenant, il y en a quasiment plus. Mais le problème du plomb, c'est que, tout dépend du plomb, hein, mais il faut remettre de l'eau, il faut vérifier qu'elles ne chauffent pas, et en général, selon où elles sont, déjà, on a à remettre de l'eau. Et puis il faut y penser, et 3 quarts du client se content en fait. Et puis en effet, l'avantage du lithium, c'est que ça prend 2 fois moins de volume que Non, puis les prix quand même par rapport à ce que j'avais entendu il y a quelques temps. Non, ça descend bien. Ouais, ça descend bien. Mais même le poids, vous prenez la batterie celle-là et l'autre, ceux qui veulent gagner du poids, c'est bien même bien. Et une décharge profonde sur une batterie lithium, ça n'existe pas. Si elle arrive à 90% de décharge, elle est en sécurité. Ouais, justement, du OBMS, elle s'arrête. Oui, ça s'arrête, mais ça n'abîme pas comme une batterie au plomb. Non, mais le plomb, le problème c'est qu'ils auraient pu créer des technologies comme ça avec des BMS, mais ils n'ont pas fait. En fait, le plomb, le problème c'est qu'en dessous de 50%, déjà c'est difficile. Le lithium, ça ne prend pas la charge de décharge profonde. En fait, c'est sa décharge profonde, c'est en dessous de 10%. Et le BMS va bloquer à 10%. Et après, il y a des BMS qui sont intégrés dans les batteries, et des BMS externes. Quand c'est intégré, c'est toujours mieux, au moins ça gère son propre système. Et ce sont des batteries lithium-ion ou phosphate de fer Lithium-ion. Lithium-ion. Si vous voulez, vous avez aussi plusieurs technologies de convertisseurs. Vous avez les convertisseurs basse fréquence. Ça, c'est un haute fréquence, donc ça monte à 300 volts et après ça régule. L'avantage de ça, c'est que c'est un peu moins cher, moins volumineux, en revanche, c'est plus fragile. Si vous voulez faire tourner des gros éléments tout le temps, machine à laver, lave-linge, tout ce que vous voulez, là, il faut mieux prendre de la basse fréquence, c'est beaucoup plus fiable sur une durée de vie. Le seul souci, c'est que c'est 2 fois plus gros et 2 fois plus lourd. En revanche, on peut faire sortir des câbles par là et mettre un petit commutateur en fait. Et en fait, il faut séparer le circuit chauffe-eau et chargeur pour juste alimenter toutes les prises du bateau. En fait, c'est un commutateur, en fait, ça ressemble, c'est comme un Y. En fait, vous avez le courant du quai qui va rentrer ici, le courant du convertisseur qui rentre là, et en fait, vous faites bifurquer, soit vous choisissez le courant du quai, soit le courant du convertisseur. Tout bêtement. Et après, vous le montez sur vos batteries avec un fusible, voilà. Mais il faut rendre indépendant l'alimentation du chauffe-eau. Il faut que le chauffe-eau, en fait, soit toujours alimenté par le quai, ainsi que le chargeur. Si vous alimentez le chargeur avec le convertisseur, vous allez avoir le courant qui va tourner. En fait, vous allez charger votre parc batterie avec le courant des batteries. Donc ça ne sert à rien de faire tourner le courant. Donc tout ça, il faut le séparer. Et comme le chauffe-eau consomme beaucoup d'électricité, vous n'allez pas chauffer votre chauffe-eau avec vos courants de batterie, le courant des batteries. Tant faire tourner le moteur 5 minutes, et voilà. Et le convertisseur, du prix, on doit être dans les 2005, 3000 mètres posés. Et c'est des purs sinus? Ouais, c'est pur sinus, ouais. Ensuite, on a la climatisation ici. Donc ça, c'est la clim qui va aller sur ton bateau. Ça, c'est une 10 000 BTU. Le système pour faire fonctionner ça, donc forcément, on prend le courant 220 où on alimente cette petite pompe là, et en fait, ça passe dans le circuit d'échangeur d'eau, de mer, et ensuite ça repart ça directement à l'eau. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir du chaud ou du froid sur votre bateau tout bêtement. Ça, il faut un bloc par cabine en théorie. Si vous voulez refroidir tout votre bateau, sinon vous mettez qu'un bloc dans le carré, ce qu'on fait de plus en plus. On met juste un bloc dans le carré pour avoir un peu de frais dans le bateau, et ça va homogénéiser sur la totalité du bateau. C'est haut, enfin ouais, il n'y a pas de prise d'air en fait, c'est avec l'eau de mer. Et ouais, ça évite le gros ventilateur, qui fait beaucoup de bruit. Ça. Et puis de toute façon, sinon, ce qu'il faut être à air, il faut avoir ça, c'est vraiment le monobloc en fait. Si vous voulez un ventilateur, il faudrait que ça soit à l'extérieur du ventilateur. Donc ça, c'est simplement, donc ça en fait, c'est passe-coque,
un petit filtre, une petite pompe comme ça de circulation qui fait l'échangeur, et ensuite d'ici on ressort avec une gaine pour souffler l'air chaud, l'air froid, et ça c'est le côté aspiration de la clim en fait. Et ça c'est l'échangeur justement de température de la clim. Qui va nous donner du froid ou du chaud. Il y a quand même une aspiration d'air. Et oui, pour souffler de l'air. Ouais, en fait, là, vous avez le ventilo qui est ici. En fait, vous aspirez de l'air ici, l'air du bateau. Là, le circuit va être soit chaud ou froid, selon ce que vous demandez. Et après, ça va expulser l'air par ici. Donc ça, typiquement, si on met dans un coffre, cette grille-là, il faut qu'elle donne à l'extérieur. Non, en fait, on fait une grille, on découpe le bois, on met une grille pour aspirer, et ça, on chauffe directement. La consommation d'une clim comme ça, c'est 4 ampères. Donc même maintenant, en fait, on commence à pouvoir les faire fonctionner avec des batteries lithium en 220. Il y a le convertisseur. Oui, il y a un convertisseur. Vous mettez un convertisseur, vous fonctionnez sur les batteries lithium et vous pouvez faire fonctionner même votre film si vous voulez au mouillage pendant 2-3 heures. Ça sera pas l'avantage des batteries lithium, c'est que vous avez toujours le bon voltage. Et en fait, même si vous voulez décharger à fond, c'est pas très grave. Alors que les batteries gel, de demander tant d'ampérage tout le temps, vous allez les chuter en 1 heure, vous n'avez plus de courant. Le préon doit être à 12 phases bien. Ensuite, on a le dessal. Donc là, ici, vous avez la membrane. Une membrane, techniquement, ça ressemble à ça. Ça, c'est une membrane défectueuse. Et en fait, c'est un enroulement de feuilles très très fines. Et en fait, vous avez l'eau salée. Quand vous mettez une énorme pression, 60 bars, l'eau salée ne va pas rentrer. Il y a que les molécules d'eau qui vont migrer à l'intérieur de la membrane. Et en fait, on refait de l'eau douce, entièrement saine, qu'on peut voir. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a 2 sortes de dessals. En fait, il y a ceux qui font les dessals avec une grosse pompe haute pression. En fait, une pompe de Karcher. En fait, il n'y a aucune technologie. Donc, vous poussez, vous mettez 60 bars de pression, l'eau douce migre. Et en fait, vous faites un dessal avec un Karcher et une membrane, tout simplement. Après, vous avez d'autres technologies qui sont comme ça, qui sont beaucoup moins énergivores. En fait, un dessal avec, par exemple, une pompe de Karcher, ça va consommer 60 ampères de l'heure. Alors que là, on ne consomme que 30 ampères. Et en fait, à l'intérieur ici, donc, vous avez la membrane qui est ici, qui est celle-là en fait. Là. Et à l'intérieur, vous avez un énorme piston ici, qui va pousser un flux d'eau. Et ensuite, le flux d'eau va monter ici par cette petite bague, va redescendre ici, et on va redescendre ici, et on va récupérer la pression de sortie pour regagner de la puissance et pour remonter à 60 bars de pression à l'intérieur. Et c'est simplement une petite pompe qui est ici, qui crée tout le système en fait. Une toute petite pompe basse pression qui a créé tout le système mécanique pour récupérer la puissance et créer de l'eau douce. En système de rinçage, en fait, la seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rincer ça avec les cubes du réservoir d'eau. En fait, vous avez du chlore dedans. Donc, ce qui est important, c'est de le re-rincer avec l'eau de production. Sinon, le chlore mange les membranes, en fait. Donc, c'est juste ça la spécificité. Et c'est de faire un rinçage à chaque utilisation pour enlever la saumure, tout le sel, en fait, à l'intérieur des membranes. Et après, l'hiver, vous avez des produits d'hivernage, en fait. On sert des tuyaux ici et là. On met un seau d'eau, les produits d'hivernage, on fait tourner le dessal en boucle pour qu'il se rince et pour enlever les bactéries. Le prix aussi, ça va être dans les fini monté, ça va être dans les 12-13. Au niveau électronique, un confort à voir, je ne voyais pas trop. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui m'embêterait, moi, le plus de ne pas avoir sur le bateau. Donc je suis parti, moi, dans l'idée que le pilote, si on n'a pas de pilote sur le bateau, je pense que c'est la scène qui a sa panique. On ne peut pas se passer. On a plus de auto, et puis, en
fait, on s'en sert pas, mais quand il est en panne, je pense qu'on est tous embêtés. On parlait du pilote, le truc le plus important à bord du bateau. Bah, il y a autre chose, hein. Moi quand j'ai des copains qui viennent à bord, moi s'il est cuisinier, ça m'arrange. Ah ben oui. Ah, ça m'arrange. Mais il y a plein de trucs, hein, mais faire du bateau sans pilote, ah ouais, non, mais j'y crois pas. Hein. Ouais, après, si on a un équipage, pourquoi pas. Si on est 4 ou 5 sur le bateau, pourquoi pas. Mais tout seul, le pilote, c'est constitué par, il y a un cadran de commande qui est posé, où on peut en mettre deux, hein, chaque barre, c'est un 2 barres. Il y a un calculateur qui est des muscles, la puissance, qui envoie la puissance sur le vérin du moteur rotatif du pilote. Et il y a une intelligence qui a un compas. Maintenant, c'est des gyrocompas, c'est l'ingénierie, c'est elle qui gère toutes les informations reçues par le mouvement du bateau et qui renvoie les ordres aux muscles. Il suffit qu'il y ait une de ces pièces qui est défaillante, qui est Ça m'est arrivé une fois dans le placard, une boucle de ceinturon à côté du gyropilote. Ça réagir en fait après J'ai mis 2 heures à comprendre ce qui se passait. il peut tomber très vite en panne par une bêtise de notre part. On ne sait pas où est le compas déjà. On ne sait pas où est le compas du pilote. Vraiment quand je vous appelle, vous dites ouais, le compas c'est bon, il est dehors, il n'y a rien. Et le compas du pilote, c'est une pièce qui est cachée dans le bateau quoi. C'est bien de savoir. Bien caché. Ouais. Les anciens compas sont comme ça en fait. Avec installation, ça ou sur l'avant ou sur l'arrière du bateau. Mais pas comme ça. Parce que dedans il est monté sur cardan et elle a dit qu'il faut qu'il puisse travailler. Hein, ça marche comme ça, mais c'est pas fait pour. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit perpendiculaire à l'avancée. Oui. D'accord. Le faudra pas, ça il marche, hein. C'est comme une info. Mais au niveau du travail, il sait pas faire ça. Et les nouveaux compas, c'est une boule. Là il est démonté, c'est un gros rond noir. Parce que là on passe sur un gyro compas. Ouais, c'est Et ouais, c'est ce qu'on a maintenant sur les nouvelles générations, depuis moi je dis nouvelle génération, mais il a plus de 10 ans quoi ce pilote. Et maintenant c'est ça l'intelligence en fait. Donc c'est une grosse boule par rapport à ça, qui est plus petit. Là en fait on avait un compas classique Fulgate et puis à ça on y rajoutait un gyro. Dans celui-là ils ont mis le compas plus le gyro, il y a tout dedans. Et il y a aussi. La tablette, ça marche en Wi-Fi pour ça. Oui, c'est une connexion Wi-Fi entre l'écran et la tablette. Hein. C'est pas un Wi-Fi internet, hein. Oui, c'est Wi-Fi est dédié, ouais. Parce que je vois que. Et sur le pilote, on peut le faire marcher donc en mode vent. Et le vent, on peut choisir le vent apparent ou le vent réel. Donc, généralement, on se met en mode vent réel quand on est au portant et vent apparent quand on est au près. Il y a réellement une différence. Hein. C'est vraiment, il faut vraiment venir faire ce réglage. Ben, le peu de différence, pourtant on va pas vite, hein. On a des vitesses des bateaux qui marchent à 6 nœuds, 7 nœuds maxi, peut-être un peu plus sur le kata. Bon. Arrête de frimer. L'accélération avec la vague. Et ce peu de vitesse qu'il y a, ben, sur la vitesse du vent et l'angle du vent, elle est franchement importante. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les marques de pilotes. En fait, on a du Marine, il y a toutes les marques. Dans la course, ils mettent beaucoup du BNG ou du NKE. Sur lequel, sur le NKE, je ne vous dirai même pas trop, parce qu'après, il y a 10 millions de réglages. Il faut savoir le régler. Si on ne sait pas le régler, ça ne sert à rien de mettre un gros pilote. Parce qu'on les voit naviguer, ils sont à 30 nœuds sous spi et puis ils ne touchent pas la barre. Donc c'est bluffant. Et après, sur le BNG, sur la gamme H5000, je pense que j'ai peur, c'est le coût. Le coût qui est vraiment plus important pour la croisière. Je ne suis pas sûr que ce soit justifié. Je suis pas sûr que ce soit justifié. En fait, le pilote c'est le même, sauf que c'est plus des capteurs qu'on rajoute à côté. De toute façon, après, si on est déjà équipé à BNG, on n'a pas le choix, il faut qu'on reste à BNG. Ah, il n'y a pas de choix de BNG. Bon, maintenant on arrive un peu à mélanger les marques. Ah, carrément. Oui, avec le 2000, on arrive un peu à faire ce qu'on veut. Ah, oui. Sauf que le jour où il y en a un des deux qui ne marche pas, ça sera toujours l'autre fournisseur, la faute de l'autre fournisseur. Donc si on reste dans la même marque, c'est bien. On a 4 fournisseurs à gérer. C'est toujours comme ça. Alors généralement, quand je les appelle, j'ai un problème, c'est fait la mise à jour. Donc je fais la mise à jour, mais s'il y a 2 produits de marques différentes, c'est la mise à jour de l'autre produit qui sera différent. Par contre, j'avais une question sur le pilote. Il m'est arrivé d'avoir rencontré un problème et un message d'erreur sur l'écran, absence de réponse pilote. Et donc, ça pose question, plus de pilote.
Et donc on a commencé à fouiller. J'ai eu l'idée de faire des mises à jour dans un premier temps de tous les programmes, etc. Et en fait, en fouillant, en cherchant, on a trouvé un petit fusible, mais sur le... Alors, en fait, le bras pilote, puisque c'est un copain de petit format qui a réussi à accéder par la cabine arrière, et un petit fusible ridicule qui était installé par là-bas, et c'est lui qui engendrait cette erreur à la barre d'absence réponse pilote. Ce fusible, sur les installations récentes, existe toujours. Il faut le savoir, il faut aller chercher le fusible. Ce fusible, tu l'as parce que tu as un moteur GFA, Ouais. et il est sur la partie embrayage. C'est-à-dire que ton pilote, il demandait un ordre à ton vérin, et ce vérin, il n'embrayait pas. Donc il travaillait, mais sans force. Ouais. Donc pas de, lui, du coup, il avait pas d'informations comme quoi la barre bougeait. Donc il envoyait un message d'erreur à ton calculateur pilote. En fait, la panne, elle est sur ce fil. Sur les GFA, il rajoute un fusible de 3 ampères. Voilà, 3 ou 5 ampères. c'est celui-là. Oh oui, ouais, même pas. Ouais. Non, c'est un 3 ou un 5. Je pense que c'est un 5. Ouais. Sur tous les, Oui, ça va être ça, ouais. sur tous les Bavaria qui ont le moteur GFA ou le Ouais. moteur, ils ont ce fusible. Si tu prends sur un moteur Emarine, il n'y est pas. Ouais. Il y a un fusible ici de 40 ampères qui est la puissance du système. Mais tu as un fusible de 3 ampères là qui est l'information réseau. Mais sur le Emarine, on n'a pas de problème. Il faut le savoir, hein. Ouais, et après il faut le savoir, mais tu peux le voir sans avoir le message d'erreur. C'est-à-dire que si tu fais auto, tu prends ta barre, elle doit tourner à la main. Ce qui n'est pas logique. Oui. Donc d'entrée de jeu, tu peux voir la panne en fait. D'entrée de jeu, tu dis putain, c'est l'embrayage du moteur qui déconne. Moi, ça me le fait des fois. Moi, j'ai un ST6000, mais ça me le fait des fois, c'est rare, mais ça me l'a fait quelques fois, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quand on avance presque plus. Je sais pas oui, parce que alors, le pilote, il a besoin d'une vitesse pour travailler. Donc s'il n'a pas de vitesse, en fait, il va travailler plus. Et le bateau ne va pas répondre en plus. S'il n'a pas de vitesse, il ne répondra pas. Donc là, tu peux avoir un message d'erreur comme quoi, pas de réponse du bateau. Pas de réponse du bateau. Et tu as des. Je reviens sur le BG, parce que c'est ce que j'ai mis moi sur le même bateau, j'ai mis la gamme H5000. Et si je n'ai pas mon capteur de log qui marche, qui est propre, qui marche, en fait, le bateau me donne des grands coups de barre. Et puis à un moment donné, il m'annonce manque de vitesse sur le bateau. C'est un peu ce que tu as toi. Et sur le pilote Garmin, tu as aussi un fusible sur l'alimentation du calculateur, qui est sur le fil, qui n'est pas dans le calculateur, qui est en extérieur du calculateur. Ce qu'on parlait tout à l'heure, ce qui est important, c'est l'emplacement du compas dans le bateau. Ce compas, savoir où il est, pour pas y mettre justement, comme tu as dit tout à l'heure, lui faire dessus. Bah oui, dans un placard. Le truc bête, donc bien le repérer. Il y a des bateaux où le compas, il y a des endroits où il marche et des endroits où il ne marche pas. Je pense que la carine du bateau doit rentrer en jeu. Le temps de réaction du bateau. Il est dans la cabine avant, complètement devant. Alors là, il était trop sensible au portant. Il bougeait en permanence. Au frais, il était correct, mais en portant, c'était une panique à bord. Et là où le pilote marche le moins bien, c'est pratiquement au portant. Hein. Donc là, je l'ai remis dans la jupe et au portant, c'est là où il marchera le mieux. Au près, on s'adapte, c'est vrai, il part un peu moins le bateau. On lance les voiles et tout, ça gère. Ce qu'il faut peut-être penser à faire aussi sur le pilote, c'est penser peut-être à réduire les voiles, plus tôt, pour qu'il travaille moins, qu'il force moins. Qu'on n'ait pas des problèmes sur ces moteurs électriques. C'est le moteur électrique, c'est un moteur électrique qui travaille. Moins il travaille, moins il tue, parce qu'il est sur un embrayage avec un disque. C'est un disque collé, qui colle. Si on peut l'économiser, c'est pourquoi pas. Réduire de la GV. Après, c'est pas désagréable de barrer non plus. Hein. Et puis, il faut barrer, il faut bien barrer. Ouais, si c'est pas l'heure de l'apéro, ça le fait quoi. Hein. Souvent, quand tu as de la voiturage... Ah oui, moi je barre. Hein. On barre. Ah oui, pour économiser le... Bien sûr. On barre. Économise, hein. Certain. Et puis il y a des vagues qui ne doivent pas arriver et que nous là-bas on arrive à gérer quoi. Donc pourquoi pas. Hein. Que le laisser partir et puis qu'il aille en butée et puis qu'il va bip. Et qu'à un moment donné, tout casse. Pourquoi pas pareil. Hein. Et puis si c'est l'apéro, on peut barrer d'une main, hein. C'est pas, ça va quoi. Bon, si c'est pas la tempête. Et alors, il y a de l'entretien à faire? Il y a des choses? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Non. Rien? Ouais. Où est ton compas? Oui, ça, je sais. Ouais.
Il y a peut-être dans les trucs à contrôler sur ceux qui ont des vérins, l'axe de fixation sur le secteur. Ah oui. Contrôler aussi. Ouais. Qu'il y ait pas de Parce jeu. que ça peut casser. Non, ils arrivent à se desserrer. À se Donc, desserrer. ils arrivent à prendre un peu de jeu. Ah, ok. Et le point de fixation, c'est fixé sur l'alu, c'est lié à un axe en inox. Donc, c'est l'alu qui se bouffe plutôt que ton inox. Ok. Donc contrôler qu'ils ne sont pas desserrés, toi tu peux le contrôler. Parce que c'est vrai que quand on part, eh bien, bon, si on va loin, d'avoir des pièces de rechange, on cherche, bon, moi par exemple j'ai un relais de guindeau, de rechange, des choses comme ça, mais du côté pilote, etc., comme tu disais, est-ce qu'il y a des pièces qu'il est bon d'avoir à bord par rapport à des pannes, on va dire, entre guillemets, courantes? Pas spécialement de ce côté-là. Tous les pilotes sont, tu vois, au niveau calculateur électronique, partie électronique, j'avais pas les pages. Ouais, c'est ça. J'avais pas les pages. Quand tu en as, c'est le hasard. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas une série. C'est ça. Tu vois, là, dans les séries, ce qu'on sait, c'est ces moteurs, c'est les embrayages sur les moteurs GFA ou Luma. Tout le monde là, donc là tu peux avoir ou un moteur ou un truc d'avance. Après, si c'est le calculateur du pilote qui est en panne, c'est où sur le programme chat, tu as un deuxième pilote complet. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Je pense que sur le programme, C'est peut-être bien de prévoir un deuxième pilote. C'est l'investissement qu'il faut. Je reviens sur l'AIS. Aujourd'hui, sur les bateaux récents, est-ce qu'on installe encore des VHF qui ne permettent que la réception et pas l'émission? Ou est-ce que maintenant, d'emblée, on part sur un standard où on émet et on reçoit? Sur la VHF, maintenant, c'est pas tous les fabricants qui font l'AIS émetteur-récepteur. Ouais. VHF. Ouais. Il y avait NG qui l'a, je crois que Marine l'a plus. Ouais. Garmin, je sais pas, je pense qu'ils l'ont pas. Et moi, je vous pousse pas à acheter celle-là de VHF. Oui, c'est ça, oui, c'est pour ça que oui, moi aussi. VHF et l'AIS, ouais, moi aussi, ouais. Si jamais on a une panne, mécaniquement, je n'arrive pas à comprendre qu'on arrive à tout mettre dans une VHF, alors que l'AIS c'est quand même un joli boîtier quand même. Bah oui. C'est bien que ça utilise une petite tout mettre dans le même appareil. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord, ouais. Puis sur le retour de panne, Et moi j'ai mis une deuxième antenne avec un câblage stand-by au cas où j'ai un souci d'antenne de mât. Oui. L'antenne, tu l'avais quoi sur le portique? Ouais. Ouais. Oui, ça fait une antenne de secours. Ah oui. Alors, tu m'as laissé entendre aussi ce matin que tu avais quelques projets, toujours à l'endroit des plaisanciers, dans une dimension, je dirais, formative. J'ai fait un petit topo du pilote. Je pense pour moi c'est l'équité principale qu'on a à bord, par exemple. Les GPS, on peut s'en passer ou faire autrement. La girouette, si elle tombe en panne pendant les vacances, c'est pas plus compliqué, c'est pas dramatique. La VHF, c'est important pour communiquer si on a un problème. On a nos téléphones, mais on pas trop loin d'écoute. Il y avait l'AIS que moi j'aime bien. Ouais, l'AIS, je trouve un produit simple. C'est vrai que la nuit, ça peut être vachement utile. Ouais, c'est une aide, C'est une aide, ça remplace pas le radar, mais c'est déjà un premier pas. En Méditerranée, ouais, c'est... Parce que le radar, après, il faut savoir, c'est bien beau d'avoir un radar, mais si on ne sait pas lire l'image, ça a zéro intérêt. Bien sûr. Oui, que l'AIS, c'est vraiment très intuitif. Même si méfiance, parce que les pêcheurs, des fois, occultent. Ils ne veulent pas forcément montrer là où ils vont pêcher les gros poissons, et méfiance quand même, mais bon. Après, un AIS n'a pas une portée extraordinaire au niveau réception, quand on est en mer. Moi, ce que je dis, c'est 3000, 4000 nautiques. Oui. C'est ça. Oui, et puis après, le temps de réagir quand on... Réagir sur 3000. Voilà, ça va, c'est bon, quoi. Alors, tu m'as laissé entendre aussi ce matin que tu avais quelques projets, toujours à l'endroit des plaisanciers, dans une dimension, je dirais, formative. Oui, tout à fait. On s'aperçoit aujourd'hui que la nouvelle clientèle qui est présente a envie donc de passer à l'achat d'un bateau. Mais elle a envie, souvent elle a un déficit de connaissances et donc elle a envie d'apprendre et parfois en fait bizarrement on s'est aperçu que
quand on est novice, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Alors il y a des écoles de croisière type les Glénans, Massif, etc., qui ont évidemment pignon sur rue depuis de nombreuses années, mais qui ne répondent pas forcément à une demande, je dirais, de proximité. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, quand on veut s'inscrire dans l'apprentissage d'un loisir, on n'a pas forcément beaucoup de temps, ou du moins on cherche des périodes, des demi-journées ou des journées, et donc on va développer au sein de Sillage une école de formation avec un grand F, dans le sens où on va à la fois accompagner le client sur le plan technique, donc de l'apprentissage de la voile, donc évidemment en naviguant sur les bateaux, les manœuvres de port, bien évidemment, qui est un vrai sujet. Déjà traité avec... qui a remporté un franc succès, oui, voilà. Ce sujet sur les manœuvres au port. En fait, on va essayer de rendre beaucoup plus facile quelque chose comme ça qui demande un petit peu d'apprentissage. Et surtout sur le plan technique, en fait, un bateau, je dis toujours, la voile, c'est un sport mécanique. Et donc, il y a de la mécanique, parce qu'il y a un moteur diesel, on a parlé, il y a un chauffage, il y a de l'électronique, il y a du froid, et donc il y a des cordages, du bout, des câbles, il y a beaucoup de choses sur un bateau. Pour se rendre, pour gagner en confiance sur un bateau, quand on commence à maîtriser un petit peu toutes ces parties, on appréhende de façon beaucoup plus simplement l'achat d'un bateau. Et surtout après, quand on veut faire partager sa passion, notamment au sein de la famille, si on sent le chef de famille en confiance, parce qu'il maîtrise une grande partie du sujet, évidemment on va avoir envie de le suivre. Donc c'est un petit peu ça l'idée, voilà, et de faire vraiment les choses à la carte, un petit peu dans l'esprit des ateliers, où en fait on va aussi vers le client, en lui demandant ce que lui il veut, parce que parfois on a des idées un petit peu, ça fait longtemps qu'on pratique, et bêtement on n'est plus forcément à l'écoute de ce que veulent réellement les gens. Donc c'est aussi aller vers les clients pour leur dire, mais écoutez, on va vous accompagner, mais de la façon dont vous voulez apprendre. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un peu ça l'idée, et je trouve que d'abord nous on est passionnés ici par ce qu'on fait. Moi un jour on m'a appris à faire du bateau, et donc j'ai envie, la transmission pour moi est un élément hyper important. On fait ces ateliers depuis des années maintenant. Donc là on va essayer de mettre tout ça un petit peu en musique de façon un peu plus, je dirais, pragmatique, professionnelle, pour que on puisse faire aussi revenir un maximum de monde sur l'eau, qui est aujourd'hui un vrai sujet. Aujourd'hui, la voile, le bateau, on est en concurrence avec d'autres loisirs, donc il faut capter une clientèle avide de loisirs, avide d'évasion, et donc on va essayer de répondre à cette demande. D'accord, d'accord. En fait, d'aller aussi vers le fait, tu l'as évoqué, mécanique, électronique, manœuvre, météo, etc., etc. Autant de domaines de connaissances qu'il est bon d'apprivoiser quand on a la motivation et la prétention de partir au large, pour la sécurité, pour beaucoup de choses. Et c'est plein de domaines de connaissances qui nous laissent penser que l'important, c'est de connaître son bateau et tous ses organes. Tout à fait, tout à fait. Et ce que tu dis très juste, Serge, c'est qu'en fait, derrière chaque client qui achète un bateau, une occasion, c'est pas le sujet, en fait, très souvent, il y a un rêve de grand voyage. Le voyage, il va bien sûr. Loin, mais c'est quand même aujourd'hui l'attractivité du bateau pour ça reste extraordinaire et je dirais unique. C'est qu'en fait, c'est le seul moyen de transport qui aujourd'hui vous permet d'aller à peu près où vous voulez. Il faut parfois un peu de temps, mais ça c'est assez unique. Et dans nos clients, derrière chaque client, il y a quelqu'un qui a envie de partir et de s'échapper, de larguer les amarres, comme on dit. Bien sûr. Et donc, c'est vrai que si on maîtrise une partie de tous les sujets dont on a parlé sur le plan technique, le plan météo, après, évidemment, ça vous permet ensuite de faire les bons choix dans votre projet de voyage. C'est ça, tout le monde n'est pas prêt de faire un tour du monde. Bien sûr. Et en Méditerranée, c'est un formidable terrain de jeu. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc il n'y a pas forcément besoin d'aller toujours très loin.
Mais l'important, c'est de toujours être à l'aise avec son bateau. Ça, c'est super important. Il faut être à l'aise avec le bateau. C'est ça, c'est ça. Après, voilà, je pense que ça reste la voile, effectivement, ça fait rêver. Moi, quand je partage des vidéos sur nos navigations, on se dit qu'on a une chance extraordinaire de vivre cette passion et autant la partager. Et effectivement, j'ai souvent rencontré des personnes qui se félicitent des partages et qui nous disent ça y est, on a franchi le pas. C'est-à-dire des gens qui regardent les vidéos, qui se forment, parfois même avant de franchir le pas, en connaissance de cause. C'est ça. On le voit. C'est vrai que quand on compare la clientèle qui était à la nôtre il y a 10-15 ans et la clientèle qui est l'autre maintenant, on s'aperçoit que ça a complètement changé. Les attentes aussi sont un petit peu différentes. Et l'attente aussi, elle est différente. Donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on aille vers ces futurs plaisanciers. Pour comme ça, les prendre un petit peu par la main et leur dire venez sur l'eau, on va vous accompagner, on va vous former et vous allez vivre votre plus belle vie. Voilà. Alors des formations concrètement, sous quelle forme? Ça va être des cycles, ça va être oui, tout à fait. En fait, ça va être. Je trouve que le format de demi-journée, d'abord, tout le monde n'a pas forcément, notamment le samedi, c'est assez pratique. Oui, bien sûr, en termes de disponibilité, oui. Donc, les demi-journées, je pense que c'est un bon format pour commencer à apprendre. Et donc, en fait, tout au long de l'année, on aura un planning avec des thèmes. C'est ça. Qui seront récurrents pour, je dirais, répondre régulièrement à ces demandes, et également aussi ensuite de la navigation à la carte, avec là vraiment à la carte, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire que de la manœuvre de port, il fera que de la manœuvre de port. Quelqu'un qui veut s'initier à la navigation en solo, souvent on n'est pas très nombreux sur un bateau, voilà, donc avec des thèmes forts pour essayer d'accompagner du mieux qu'on peut nos clients et futurs plaisanciers. D'accord. Je pense aussi aux dames, puisque on avait eu l'occasion d'intituler un atelier Les femmes à la manœuvre, tu te souviens, et qui marchait plutôt pas mal, et c'était fort intéressant de voir le positionnement de la dame. Alors ça peut être l'inverse, c'est pas la question, mais le positionnement de la dame par rapport à l'homme sur le bateau. Voir est-ce qu'il y a une notion de partage, est-ce qu'il y a une notion de transmission, et ça peut être souvent une problématique, parce que moi j'ai déjà rencontré des couples de plaisanciers où la dame ne trouvait pas sa place à bord. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet aussi. Personne n'en parle. Personne n'en parle, mais c'est... C'est un sujet, en fait, d'ailleurs, de frein, je pense, un petit peu à l'utilisation du bateau, à l'achat ou à la réalisation d'un rêve. Et c'est vrai que le bateau, ça se partage toujours. Complètement. C'est quelque chose qu'il faut partager. Et donc, pour partager, il faut savoir communiquer, il faut savoir transmettre quelque chose. Et le fait de faire ces ateliers un petit peu comme ça, qui étaient réservés aux femmes, ça permettait un petit peu de faire tomber les masques et je dirais d'apprendre un petit peu. Tout à fait. Parfois, quand on est mari ou femme est mari, c'est vrai que la communication sur un bateau où il y a des moments de tension, notamment dans les manœuvres et dans les approches ou manœuvres de port, ça crie parfois un petit peu, parce qu'en fait, on communique pas et parfois on a, tout le monde, y compris monsieur, souvent d'ailleurs, il faut le dire, un déficit de connaissances et d'expérience qui fait que ça fonctionne pas bien. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est super important sur un bateau. Il faut savoir évidemment communiquer. Il ne faut jamais crier, ça sur un bateau, jamais. Donc ça fait longtemps qu'on est... Y compris sur le plan de la sécurité, si l'un des deux a un problème quelconque en navigation, il faut que l'autre puisse assumer et réagir dans le bon sens. Voilà. Tu as parfaitement raison, et de toute façon, s'il y a bien un loisir qui
est aussi bien accessible aux femmes qu'aux hommes qu'aux femmes, c'est bien la voile. Hein. C'est pas une question de force, c'est une question de bon sens, de sensibilité. Donc on est très content de pouvoir faire passer. Parce que c'est vrai que la sécurité et anticiper les problématiques éventuelles, c'est fondamental, quoi. Parce que sinon, on part sur, voilà, on lâche tout, on abandonne, on est déçu, voilà. Donc autant être bien préparé avant tout projet de navigation au long cours. Et puis il y a des choses à venir. Alors ça, ce sera à quelle échéance? Là, alors, du coup, on refait en fait notre site internet qui sera en ligne là mi-février. D'accord. Et donc du coup, on en saura plus à ce moment-là en termes de planning, de tarifs évidemment. D'accord. Et puis l'idée, c'est aussi de répondre à ce que souhaitent aussi les plaisanciers. Donc c'est vraiment à la carte, un petit peu comme lors de nos ateliers où il y a des échanges en fait entre l'intervenant. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ça, c'est super important, je trouve, hein, le bateau, cet échange. L'idée, c'est d'accompagner sans se prendre la tête et de partager notre expérience et notre savoir. D'accord. Bon, rendez-vous est pris chez Sillage, à Port-Camargue. Suivez les choses sur le site. Et puis, ma foi, si tu es intéressé, et je te le recommande, puisque tu as aussi beaucoup de partenaires au niveau du professionnel, que ce soit dans la voilerie, que ce soit dans la mécanique, que ce soit, voilà, plus les personnes qui travaillent avec toi au plus près, à même vraiment d'initier ou de parfaire les connaissances des plaisanciers. Tout à fait, ça. Ouais, exactement. Voilà. Et puis tu seras bienvenu pour écoute, ça un petit peu en image. Si je ne suis pas loin, ce sera avec plaisir. Voilà. Allez, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.